tu es combattant de MMA rapidement. Tu combats dimanche au Hexagone Exactement. MMA à Dubaï. C'est ça. Eh bien, écoute, voilà, on voulait apprendre à te reconnaître. Alors, parce que nous, sur le Twitch AMC Sport, on est ambiance détente et on a surtout on a une vocation, on veut éduquer un petit peu les gens au MMA et particulièrement aux combattants français, puisque, comme tu le sais, le sport, il a été que récemment légalisé en France, alors il y a beaucoup de gens qui s'entraînent et qui combattent et qu'on ne connaît pas forcément. Et ça a coupé, c'est dommage. J'étais au milieu de ma phrase. Putain, elle était belle ta phrase. Mais en plus, t'as vu, je suis deg. C'est dommage. Ah, ouais, c'est bon, je crois que t'es revenu. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a appelé? Attends, ça a coupé, j'ai plus ton son, bouge pas. Ouais. Non, ça va venir, Sofiane, t'inquiète. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Yes. Alors, je sais pas si tu as entendu toute ma phrase, mais du coup, je vais la réduire un peu en voilure. Vas-y. Et du coup, voilà, on veut poursuivre un petit peu notre tour et nos portraits des combattants français de MMA. Et tu es le suivant. Donc, on voulait savoir d'où ça vient un peu, comment tu t'es mis au MMA. La dernière fois, on se racontait pas mal d'histoires. On disait qu'il y a des gens qui viennent au MMA, certains parce que dans leur enfance ou dans leur adolescence, ils se faisaient un peu trop embêter. Il y en a d'autres, c'est parce que ils aimaient bien se battre très très jeune, d'autres c'est vraiment le côté sportif, le défi, parce qu'on sait que la condition physique du MMA, la technique de maîtriser plusieurs arts martiaux, plusieurs sports olympiques, c'est très compliqué. Il y en a que ça booste intellectuellement. Toi, c'est quoi le truc qui t'a dit ok, je vais rentrer dans une cage, je vais mettre des gants et on va se battre? Ça a été en vrai dans la continuité de mon parcours martial, si je peux dire entre guillemets. Ouais. Il faut savoir que j'ai commencé les sports de combat assez jeune. J'ai essayé la boxe. Mon père il était instructeur de kickboxing, il avait un petit club au niveau associatif. Donc j'en ai fait avec lui quand j'avais 6 ans et j'ai vraiment détesté. Ok. Ça m'a pas plu du tout. À l'époque, quand j'étais gamin, j'ai fait un peu de lutte. J'ai fait 2-3 ans de lutte, ça m'avait plus intéressé. Et puis après, j'ai vite switché sur le foot. Ouais. J'étais vraiment mauvais au foot d'ailleurs. Et en fait, j'ai commencé vraiment les sports de combat par le sambo combat. Tu peux expliquer ce que c'est le sambo? C'est un art martial russe qui en gros allie la lutte et le judo avec des percussions. Grosso modo, c'est la même chose que le MMA, mais avec une veste de kimono, un short. On a des protections, un casque aussi, parce qu'on a le droit au coup de tête. C'est assez particulier, mais c'est un sport russe. Et c'est le sport de l'armée russe. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Il me semble que c'était enseigné aux militaires russes, parce que c'est un peu tous les arts martiaux aussi bien mixés, mais là, c'est dans le but de se défendre et d'être dans une situation réelle, un peu de guerre. De base, ouais. Mais après, quand tu le sors de ce contexte-là, techniquement, c'est poussé, quoi. C'est ça. Et ça a été mis vachement en avant au Pride, notamment avec Fedor. Ouais. Donc tu vois, même déjà en commençant le sambo, il y avait derrière une petite dimension MMA parce que la star du sambo c'était Fedor et il en faisait. Donc on rêvait tous un petit peu du Pride. Et doucement j'ai glissé en arrivant à Paris. J'habitais en banlieue à l'époque. Mm-hmm. Et en fait en m'installant à Paris, il n'y avait pas de club de sambo sur Paris même. Donc j'ai commencé le MMA au Natural Born Fighters. C'était un club qui était dans le 11e à côté de République, donc juste à côté de chez moi. Ok. Quelle Et année, ça doit faire, je pense que ça doit faire 10 ans, un truc comme ça. Donc à l'époque, tu t'entraînes, le MMA n'est pas légal en France, c'est que de l'entraînement entre guillemets que tu as le droit de faire dans cette salle. Exactement, que de l'entraînement. Après, évidemment, à notre niveau. Enfin, voilà, j'étais pas du tout pro à l'époque. D'ailleurs, c'était même pas une question pour moi de l'être. Mmh. C'est arrivé un peu naturellement par hasard. Notre première compète en Allemagne. Il s'est avéré que c'était un combat pro, donc on a eu un Sherlock, etc. Et après, une fois que t'es pro, tu continues, quoi. Donc voilà comment j'y suis arrivé petit à petit. Et puis c'était pour moi dans la continuité du sambo parce que en termes de pratique, c'était un peu le sport de combat le plus efficace. Ouais. Avec tout, des percussions, des projections, des soumissions, de l'appréhension avec la lutte, etc. Donc c'est un truc qui me bottait bien. Ok. Je précise juste pour le chat, puisque tu l'as évoqué plusieurs fois, Fedor, si vous ne connaissez pas, donc c'est Fedor Emelianenko, une légende
du MMA globalement, et qui a aussi été, il a été très longtemps invaincu avec plus d'une 50aine de combats, je crois. Et puis surtout, ça a été, je parle un petit peu sous ton contrôle, hein, mais j'ai ressenti ça un petit peu. Fedor, ça a été aussi la première pierre de ces combattants russes hyper forts qui sont arrivés très très forts dans le MMA. Après, ça a été le premier appel d'air. C'est vraiment un combattant légendaire. Vous pouvez regarder sur YouTube, hein, il y a beaucoup de choses. Ceux qui le connaissent de ces dernières années, c'est vrai que ses prestations n'étaient pas des plus brillantes, notamment je crois que c'était au Bellator. Ouais. Non, pas au Bellator, pardon, ça devait être au Strikeforce, je sais plus. Après, il était en fin de carrière et voilà, je pense qu'il était plus après les sous qu'autre chose. Mais ouais, ça reste une légende. Hein. À l'époque, il a nettoyé sa caté. Hein. Ah ben à l'époque, pour vulgariser, quand tu es un peu fan de sport de combat, t'as Team Fedor et t'as le reste, quoi. C'est vraiment tous ceux. Enfin, moi, mes amis qui pratiquaient les sports de combat à l'époque, c'était. Tu leur parlais du UFC, ils te disaient non, Fedor, moi je m'en fous de l'UFC, tes trucs américains et tout. La réalité du combattant, c'est Fedor, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'était assez incroyable. On te pose des questions dans le chat. Il y a Glenn qui dit est-ce que ça t'a posé beaucoup de soucis au niveau de ta progression dans le sport et j'imagine aussi dans l'expérience des combats, d'au début de pouvoir faire que des entraînements? Honnêtement, je pense que oui, dans la mesure où le circuit amateur, en tout cas maintenant que c'est autorisé, je pense que c'est un super tremplin parce que tu peux faire autant de combats que tu veux sans avoir vraiment de record officiel. Parce que le record est quand même assez important pour pas mal d'organisations quand t'es un pro. Ouais. Quand on dit record dans le chat, c'est les bilans victoire-défaite. Ouais, c'est ça. Victoire-défaite, exactement. Et ouais, carrément, je pense que ça nous a pénalisé et que les jeunes, maintenant, là, aujourd'hui, que le MMA est légalisé en France, ils vont pouvoir se faire plaisir sur le circuit amateur. Il y a de plus en plus de compétitions. Et je les encourage d'ailleurs à le faire parce que c'est comme ça que tu progresses. Tu prends de l'expérience et que derrière, après, en pro, tu peux tout éclater, quoi. Là, donc, du coup, t'es déjà à Dubaï. Parce que bon, j'imagine que tu vas pas voyager dans le week-end, ce serait compliqué. Je suis arrivé hier, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Alors, parce que j'imagine que tu as vu différents types de compétitions. Ce que c'est l'Hexagone MMA, qu'est-ce qui peut être la différence avec les autres? Ce qui fait la différence, c'est que c'est déjà une organisation franco-française qui voulait s'exporter à l'étranger. Je crois que d'ailleurs, c'est même la première. C'est la seule et unique orga française qui s'est exportée à l'étranger. Donc elle a vocation à être internationale et puis on a besoin de ce type d'orga maintenant que le MMA est légalisé. Ok. Et donc là, l'étape à Dubaï, c'est important, comme tu le disais, de changer un petit peu de spot pour gagner en visibilité, se faire connaître. On sait qu'il y a eu beaucoup d'événements de MMA du côté du Moyen-Orient et en général, ça a plutôt cartonné. Donc ça fait partie de l'expansion de l'Hexagone MMA. Tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire, comment on te l'a présenté et justement par rapport au fait qu'on dise tiens, Sofiane, tu vas combattre ce mec-là, comment toi après tu démarres ta préparation? Ma préparation, en fait, si tu veux, je pars du principe que quand tu es un sportif de haut niveau, en tout cas que tu prétends l'être, parce que moi c'est pas mon métier, le MMA, j'ai un métier à côté, je fais ça vraiment pour le kiff, et c'est aussi un peu ma fierté de me dire que je me bats avec des gars pour lesquels c'est le métier, et ils font ça 100% du temps. Tu fais quoi à côté? Je savais pas, mais je trouve ça hyper cool. Je suis commercial grand compte pour une start-up. Qui en gros vend des services aux chaînes de resto pour tout ce qui est livraison. J'étais en train de me faire la réflexion que je trouvais qu'en termes de discours, etc., je te trouvais très très bon dans ma tête. Merci. Je comprends un peu le background commercial. J'ai l'habitude des visios avec les clients. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je te disais. Ouais, donc en gros, moi, je pars du principe que voilà, pendant une prépa, tu travailles tes points forts et rien que ça. Donc évidemment, j'ai regardé un peu le style de mon adversaire. Je sais que c'est un mec qui est plutôt petit, très solide, parce qu'il a déjà combattu à 77 et là, le combat, il se fait à 66. Il vient de l'anglaise. Il a combattu dans pas mal de sports. J'ai vu des combats en boxe taille. Je m'attends à me faire bouger, un mec puissant. Je pense qu'il calcule pas. Tu vois, c'est vraiment un bulldozer. Ouais. Donc oui, j'ai un petit peu axé ma prépa autour de ça, mais je veux dire, c'était déjà le cas avant, quoi. J'essaie de travailler surtout mes points forts. Ok. Et aujourd'hui, justement, pour ceux, parce que toi tu viens du sambo, tu as dû voir beaucoup de choses. Quand les gens ils parlent de toi en tant que combattant, comment est-ce qu'ils te décrivent? C'est quoi un petit peu la patte Sofiane Bougamoun? On se dit attention, son truc à lui, c'est ça.
Justement, je suis assez polyvalent. C'est un peu la force du sambo, c'est que c'est vraiment ouais, il y a vraiment de tout. T'as pas que, je suis pas spécialisé sol ou lutte ou boxe. J'essaie vraiment de mixer les trois. C'est un peu aussi l'esprit du sport, hein. Et ouais, c'est la polyvalence. Je Ok. pense que c'est Donc ce qui ressort toi, le plus prédominant. tu es capable de mettre, alors parce que je rappelle hein, pour ceux qui sont un peu néophytes chez nous, il y a plusieurs manières de gagner des combats. On parle de Mm. sol, on parle de debout. En général, debout, c'est chercher les KO. Donc C'est ça. c'est mettre un coup à son adversaire et qu'il puisse plus être en capacité de combattre derrière. Et après, quand on part au sol, on parle très souvent de soumission. Donc là, c'est tout ce qui va être étranglement ou alors torsion un peu articulaire pour le faire abandonner. Et toi, tu es à l'aise là-dedans, enfin, tu peux switcher entre les deux tranquillement, quoi. Je pense que c'est primordial. Tu vois, on part du principe, enfin, on dit qu'il y a trois grandes dimensions. Donc, on l'a dit, hein, il y a la boxe, les projections et les soumissions. Si ton adversaire est meilleur que toi dans deux domaines, c'est assez compliqué de gagner. Donc, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que t'aies toi comment je pourrais expliquer ça? Faut que t'en aies deux dimensions sur les trois, quoi. Ouais. Et justement, toi qui expliques que bah, pour toi, c'est, on va dire, un loisir plus, c'est une compétition à haut niveau, comme, je sais pas, hein, quelqu'un qui irait au taf toutes les semaines et le week-end, je sais pas, fait Mm. ses matchs de, on va dire, quand même bon niveau, donc on va dire, je sais pas, aller niveau national en foot ou en basket, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a quand même l'idée de passer 100% professionnel dans ce sport qui te titille, ou toi, tu veux vraiment garder un petit peu les pieds sur terre, entre guillemets, et continuer à jongler? Non, je pense que je pourrais pas continuer à jongler longtemps parce que déjà, il y a la dimension, il y a ma carrière professionnelle. C'est ce qui me fait manger, hein, on va pas se mentir, hein, c'est mon job. Il y a aussi l'âge. J'ai 34 ans, bientôt 35. Donc je suis plutôt en fin de carrière qu'au début. Et puis faut pas se leurrer. En France, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de vivre du MMA, quoi. Même Ouais. les athlètes pro, ils ont tous un petit job à côté où ils donnent des coachings, etc. C'est ça qui les fait manger, quoi. Donc non, pour moi, c'est clairement pas à l'ordre du jour. Par contre, effectivement, si j'avais pu, ouais, je l'aurais fait clairement. Ouais. Quitte à partir à l'étranger. Tu penses que t'es arrivé, enfin, t'étais pas arrivé dans le MMA à la bonne période, là c'est arrivé un peu plus Non, tard, c'était non, plus c'est sûr. avantageux. Ok, alors, t'es pas obligé de me répondre, hein, mais justement pour Mhm. que les gens dans le chat comprennent un petit peu, là aujourd'hui, quand tu dis on ne peut pas vivre du MMA, enfin, où c'est très difficile et c'est peut-être une élite aussi, c'est une poignée de personnes aujourd'hui en France, Mhm. ça représente quoi concrètement ce que tu gagnes et après comment ça se dépense? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des frais qui sont liés au MMA. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer cette partie-là? Je vais te résumer ça de manière très simple. Même ce que je vais toucher aujourd'hui à Hexagone, c'est moins qu'un mois de salaire. Et pourtant, je roule pas sur l'or, j'ai pas un salaire mirobolant. Ouais. Et Tu vois, donc pour en vivre, il faudrait que je puisse combattre une fois par mois, ce qui est clairement impossible. Et t'as même des mecs à l'UFC qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que forcément tu payes ton coach, ta salle, ton agent, t'as les frais médicaux, t'as tout ce qui est complément alimentaire, t'essayes de manger proprement, ça coûte aussi de l'argent. Mhm. Tu vas faire un stage, une prépa, un camp, ça coûte aussi quand tu fais un voyage. Donc c'est assez compliqué. Ok. Bah, finalement, ouais, je pense que c'est important de le rappeler que le MMA, on est encore dans les prémices finalement, même si Exactement. il y a une croissance qui a été exponentielle sur les 2 dernières années et forcément Cyril Gane, avec son combat face à Francis Ngannou, a grandement aidé à mettre la lumière Bien sûr. là-dessus. Aujourd'hui, finalement, la majorité des combattants de MMA, même s'ils sont dans des organisations qui permettent d'être diffusés à la télé, où tu as une couverture qui laisse à penser que, je sais pas, les mecs peuvent être millionnaires, etc. En fait, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas C'est une aujourd'hui en minorité, France. ouais. Et ouais, À part exactement. quelques mecs comme Conor McGregor qui ont compris, hein, les mecs sont bankable parce qu'ils se sont rendus bankable. Voilà, il a toujours le petit mot en conférence de presse qui fait que les petites phrases à droite à gauche quand il part en vacances. Voilà, le mec a tout compris. Il a géré ses réseaux sociaux et c'est aussi un aspect super important, hein, les réseaux sociaux, hein. C'est ce qui fait que maintenant tu peux être booké sur un événement ou non, hein. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu trouves normal, entre guillemets, tu penses que ça fait partie du jeu ou justement, toi, tu es plus du mode, ouais, pourquoi on reste pas focalisé sur le sportif, on devrait pas avoir besoin de ça. C'est quoi ta position par rapport à ça?
Ma position, c'est que si je me mets à la place d'une organisation qui est quand même une entreprise qui doit générer de l'argent et qui doit être rentable, il faut de la visibilité. Le seul moyen d'avoir la visibilité de nos jours en 2022, c'est les réseaux sociaux. Et forcément, tu vas pas booker un mec qui a zéro visibilité puisqu'il va pas t'en amener pour ton orga. Donc je les comprends dans un sens qu'ils aient envie de mettre, enfin de booker certains mecs qui seraient à même de mettre en avant le sport ou l'organisation. Ouais. Après, évidemment, faut que derrière ça suive en termes de performance. Tu vas pas mettre un branque qui a 100 000 followers juste pour le plaisir de le mettre sur leur gars, quoi. Donc, je pense que maintenant, ça fait partie du job quand tu es un combattant pro de savoir te promouvoir. Ouais. Et voilà, ça peut être aussi ta type de management qui le fait pour toi. Tu peux prendre un community manager. Enfin voilà, il y a plein de solutions, même si évidemment c'est des coûts en plus. Ouais, il y a plein de manières de faire, mais dans la finalité, pour être opti dans ta carrière, il faut que tu assures dans la cage et qu'en dehors de la cage, on continue de parler de toi, quoi. Exactement. En bien ou en mal, hein. Il y a écrit, et je suis sur ton Insta là, qu'on est en train de faire tourner dans le chat, et d'ailleurs lâchez tous un follow à Sofiane pour donner de la force, ça va être Très hyper cool, important. Il y a quand même un combat important pour lui dimanche, et je rappelle qu'on diffuse l'intégralité de l'événement Hexagone gratuitement sur le Twitch RMC Sport. Du MMA gratuit en France, ça arrive pas tous les jours, et puis là c'est tous les combats, donc ça va vraiment être quelque chose. Sur ta bio, il y a écrit l'amour et la violence. C'est quoi ton caractère? Toi, t'es un mec très très calme, et dans la cage tu deviens un animal sauvage, ou alors peu, avant ouais. t'étais très 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 sauvage, mais avec le temps tu t'es calmé. C'est quoi un petit peu ce qui se cache sous ça? Il y a un peu des deux, ouais. Je suis un peu un animal et qui s'est domestiqué au fil du temps. Mais c'est vrai qu'après la cage, ouais, j'aime bien dire aussi le calme avant la tempête, quoi. Ouais, Quelqu'un de vachement posé en termes de tempérament. Évidemment, l'âge favorise ça, hein. L'expérience aussi. Mais c'est vrai que dans la cage, j'ai tendance à essayer de déposer le cerveau, ouais. faire ce que je sais faire le mieux. Ça marche. Donc, alors, j'ai pas l'ordre de la carte sous les yeux, mais je le regardais tout à l'heure. De toute façon, nous, on sera là pour regarder ton combat. On va donner un maximum de force, et puis n'hésitez pas à envoyer des petits messages, des réactions en story, hein, sur le Insta de Sofiane. Tu vas recombattre sur l'Hexagone cette année, tu sais déjà? Enfin, comment ça se passe au niveau du contrat, ou alors c'est un combat? Ouais, non, on est sur du one shot, mais après j'ai de très très bonne relation avec l'organisation. Pour rien vous cacher, j'ai eu un petit garçon cet été, donc qui a 2 mois dimanche. Félicitations. Merci les gars, ça va être, je pense, un peu compliqué pour l'instant. Ouais. La prépa a été un peu sport, on va pas se mentir. Donc je vais voir comment on peut faire pour allier le boulot, le petit et le sport, et aussi la santé, parce que fin de carrière, comme ça va se faire un petit peu vieux là. Et on verra ce qu'il en est. Mais effectivement, oui, si toutes les planètes sont alignées, que ça se passe bien avec le petit, que ça se passe bien au boulot, que je suis bien dans mon corps niveau santé, il y a de fortes chances que vous me revoyiez avec le. Ouais. Stylé. Justement, avoir un enfant, pour toi, Mhm. c'est quoi? C'est une motivation de plus de rentrer dans la cage en disant ouais, c'est de la force, lui montrer un petit peu de quoi papa est capable, ou c'est bon, maintenant on va bientôt arrêter les conneries, il faut que je me consacre à mon petit? Il y a un peu des deux, je pense. Ouais, ouais, ouais. Plus on va arrêter les conneries et se consacrer au petit, parce que là, tu vois, je me dis si je me pète la main, je me suis pété la main en février à mon dernier combat, tu vois. Je me dis si je me casse la main là dimanche, ça va être compliqué de ne serait-ce que le porter. Ouais. Donc ouais, j'ai un petit peu ça dans un coin de la tête, effectivement. Ouais. Ça marche. Bah écoute, Sofiane, je te remercie beaucoup, hein, pour cette interview, ce petit duplex. Encore une fois, Avec plaisir. moi-même et le chat, on te donne énormément de force pour le combat de dimanche. On va assister à ça. Merci. Ce sera à partir de 18h sur Twitch. Je serai là pour vous commenter ça. Et puis Magnifique. en espérant se revoir très très vite pour prendre des nouvelles, parce que Avec c'était grand plaisir. un Et en vrai espérant plaisir. surtout que vous appréciez la prestation. Eh bah écoute, ça c'est entre tes mains, Sofiane. Mais en tout cas, on a bien envie de hurler, parce qu'ils le savent dans le chat. À chaque fois qu'il y a une grosse action, je suis du genre à vraiment hurler, et tout le couloir l'entend. Donc si tu nous fais un spectacle, t'inquiète pas, on va faire du bruit, et On va faire en sorte de te faire crier alors. on va relayer ça. Bah, c'est top. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à Prépare-toi toi. bien, et bon combat pour dimanche. Ciao. Merci les gars, bonne soirée. À bientôt.